Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir Maître Gédéon Kolela avec qui nous allons parler de l'état de droit. Maître Gédéon, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Je vais bien, Madame Nicole. Je vous remercie pour cette invitation. Je sais que ça fait un bail. Oui, ça fait longtemps. Bien que c'est la troisième fois pour vous de passer dans cette émission. Ouais, en tout cas, je suis très heureuse de vous recevoir. Ça a toujours été un réel plaisir d'ailleurs. Ok, ce plateau m'a beaucoup manqué. Je suis très ravi. Je sais qu'avec vous aujourd'hui, nous allons édifier le peuple congolais par du fait que nous allons parler d'état des droits. Oui, nous allons parler justice, nous allons parler de la démocratie. Voilà pourquoi je suis très heureux d'être en face de vous pour qu'on puisse décortiquer cet état des droits. C'est bien. Alors, je rappelle que Maître Gédéon, vous êtes secrétaire général des acquis de l'autorité pour le peuple et membre de l'Union sacrée. C'est vraiment important de préciser, on doit quand même connaître votre camp. Vous êtes de quel camp? Vous êtes de l'Union sacrée. Bien, voilà. Alors avec vous, comme je viens de le dire tantôt, nous allons parler de la justice, nous allons parler état de droit, bien que puisque vous êtes avocat. Alors d'abord cette question, c'est quoi un état de droit? Bon, je vais d'abord souligner que je suis secrétaire général de des acquis pour l'autorité, c'est-à-dire que... ah oui, expliquer comment... Je dois expliquer c'est quoi. Pour les téléspectateurs, nous avons compris que notre politique souffre d'abord de la valorisation des capitales humains, c'est-à-dire la crise d'hommes. Et il se peut qu'il y a peu de gens qui sont affectés des complexes affranchis dans la gestion de la chose publique avec rationalisation pour pouvoir préserver les acquis sociaux et politiques, enfin d'améliorer les conditions de vie des Congolais, d'autant plus que cela constituait les mobiles constituait les mobiles de la perspective de l'indépendance. Voilà pourquoi moi et Fumototo et Dr Kankonda, que je salue en passant, nous sommes dit, c'est vrai que nous ne pouvons pas nous verser dans l'optimisme excessif et que le Congo a des difficultés colossales et les conditions dans lesquelles nous vivons, mais il y a quand même à saluer parce qu'il y a des acquis qu'il faut préserver. Par exemple, comme vous parlez de la justice. Vous savez, aujourd'hui, on peut tout dire des Kabila, mais on retient des Kabila que c'est celui-là qui, lorsqu'on a étudié la théorie de deux chambres bicamérales, c'était qu'une théorie. Il aurait fallu que Kabila vienne au pouvoir, que nous puissions effectivement vivre les deux chambres bicamérales, l'Assemblée nationale et puis le Sénat, et toutes les assemblées que nous pouvons constater dans de différentes provinces. Et nous avons aujourd'hui la justice avec l'éclatement de trois cours, le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, ainsi que la Cour de cassation. Il fallait que Kabila vienne au pouvoir ou Fachi? Non, ici je parle des Kabila. Et lorsque vous voulez, puisque vous voulez parler des Fachi, donc on peut retenir de la mise en œuvre de la gratuité, parce que Fachi ici comprend qu'effectivement, comme je vous dis, que la valorisation des capitals humains, c'est une exigence pour un pays ou une république qui aspire à un état de droit pour qu'il y ait le partage équitable de la richesse. Ah bien, revenons alors à ma première question, c'est quoi un état de droit? Un état de droit, d'abord, c'est un projet de société constitutionnel, parce que c'est la constitution sur base duquel il y a des principes et les normes, comme on parle d'état de droit, c'est-à-dire que c'est un état où tous les individus sont sanctionnés par les règles de loi. Donc, tous les individus sont sanctionnés par les règles de loi. Et même le président de la République. Bien entendu. C'est pour ça que le président de la République a un juge naturel qui est de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est le seul qui peut juger le président de la République et que, après condamnation, le président peut faire la prison comme vous et moi. Donc, le président n'est pas au-dessus de la loi. Donc, voilà pourquoi c'est ainsi qu'il y a des principes
à partir desquels on peut constater qu'il y a effectivement un état de droit. Un état de droit. Par exemple, il y a les libertés et la démocratie qui sont l'émanation du pouvoir. Donc sans la liberté, sans la démocratie, c'est-à-dire ici il faut voir la liberté de manifestation, liberté d'expression, mais j'ai toujours dit aux gens, c'est vrai que la liberté d'expression, mais il faut savoir que... Il faut parler librement, mais tout en respectant la norme quand même. Oui. Il faut savoir que ça ne rime pas avec libertinage. Hein. La liberté constitue un socle de veille de la conscience humaine pour ceux qui ont l'ambition de faire donc, des exploits, donc selon leur vision. Alors, si quelqu'un obéit à la dictature de sa liberté, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut savoir qu'il peut être un danger et pour lui-même et aussi pour la société. Et pour la société. Ouais. Alors, comment trouvez-vous l'état des droits sous Fachi avec toutes ces arrestations? Et tout à l'heure, vous avez parlé de la liberté de manifester, mais nous voyons toujours que les politiques, comme tout le monde, ne sont pas libres, hein, surtout les opposants. Vous avez vu, je crois que vous avez suivi la vidéo de la marche de la Mouka dernièrement. Hein, ça a été réprimé par la police, il y a eu trop de bavures policières. Oui, je fustige les comportements de policiers et puis je me dis que nous sommes une marche pacifique quand même, c'est un droit. Ouais, nous sommes de ceux-là qui avons lutté pour cette démocratie. Ah oui, l'UDPS en tout cas pendant 37 ans. Depuis les discours de président, le défunt Mobutu, cette démocratie est restée longtemps une promesse de vieux pieds de tous les gouvernements que nous avons connus qui se sont succédés, qui l'ont confisqué donc pour ramer à contre-courant et ce que nous avons qualifié à son temps comme les dérives, dictatoriales. Mais c'est ce qui se passe. Et que aujourd'hui, l'histoire se répète. Aujourd'hui, il y a quand même une démarcation. Dans la mesure où vous voyez que les militaires ou les policiers qui ont commis ce bavure, ils sont aux arrêts, donc ils sont jugés. Et aussi, il faut souligner, ce n'est pas parce que je ne partage pas les mêmes aspirations sentimentales avec le soi-disant opposant, je me demande si... Les opposants, pas soi-disant opposants. Parce qu'eux-mêmes ne s'appellent pas opposants, sont dans l'opposition. Ils sont des résistants. Des résistants, oui, opposants. On est résistant. Oui, on est résistant vis-à-vis d'un pouvoir d'occupation. Alors que Tshisekedi, s'il est le Congolais des pères et des mères. Donc, je ne vois pas pourquoi. Donc, ils doivent être eux-mêmes les résistants. Et aussi, cette marche... On est tous Congolais, des pères et des mères. Et cette marche, il faut quand même dire que le message n'a pas été clair. Et qu'aujourd'hui, ceux qui avaient appelé à cette marche, on leur avait demandé de décaler à des jours. Et vous savez, c'est vrai que nous avons les régimes. Mais puisque c'était une marche pacifique, ça n'arrive pas qu'à décaler. Non, écoutez. C'était une marche pacifique. Écoutez, vous savez, l'exclusivité. Ils ont donné des raisons. L'exclusivité d'intention légale de force ou d'usage de force. Donc, c'est-à-dire, c'est l'État. Alors, lorsqu'il n'y a que l'État qui est une organisation qui peut organiser les manifestations de ces activités sans obtenir de l'autorisation. Une autre organisation sociale, structurelle qu'elle soit, elle doit nécessairement informer et informer en quelque sorte aussi. Mais on a informé, la Mouka a informé. En quelque sorte, c'est-à-dire lorsqu'on informe, c'est pour que l'autorité puisse prendre les mesures. Des mesures, oui. C'est-à-dire les mesures d'encadrement, parce qu'il ne faudra pas que, lorsque vous manifestez, que vous puissiez empiéter sur le droit et le devoir des autres. Normalement. Voilà pourquoi l'État a dit, non, bon, je ne serai pas à mesure de vous sécuriser. À partir du moment, l'État n'était pas disponible. À partir du moment où... Mais le 17, oui. À partir du moment où il y avait la rentrée, parlementaire. Mais ça n'a rien à voir avec la rentrée du marche. Bien entendu. Qui a commencé à Massina et rentré par le palais du peuple. Bien entendu. C'est à Lingwala. Madame Nicole, est-ce que vous pouvez me laisser terminer? C'est pas, en tout cas, les raisons avancées ne sont pas convaincantes. Là, c'est selon vous. Mais moi, je pense que la démocratie, c'est aussi les dialogues, c'est aussi la nous parlons de l'état des droits, donc liberté de manifester, il faut laisser les gens
manifester, revendiquer. Ce n'est que normal. Oui, comme vous venez de le dire, le ici, pouvoir... on n'avait pas interdit, on n'avait pas refusé la marche. Mais on a juste demandé qu'on puisse décaler ces marches donc, à des jours. Et je pense que si on est républicain, je ne vois pas qu'est-ce qui a changé entre les 15 et les 17. Mais maintenant, il faut dire que lorsqu'on a la population n'a pas l'état d'âme. La population n'est pas soumise réellement, si ils sont révoltés, ne sont pas soumis à ces règles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut dire mais sur ce point quand même, sur ce point, il faut admettre quand même que l'état de droit pose un problème. Oui. C'est-à-dire que si la Mouka, je pense qu'il y a eu un problème d'abord de message qui n'était pas clair. J'ai toujours dit le message était clair, parce que moi j'ai reçu un membre de la Mouka ici. Je vais vous montrer. Est-ce que vous pouvez me laisser? Allez-y quand même. Il faut reconnaître que la Mouka souffre quand même de manque de clarté, d'esprit et de fondement. C'était juste pour dire non à une CENI fondement idéologique dévoué au peuple. Raison pour laquelle vous allez voir que, donc, dans l'entretemps, ils ont dit que nous avons un pouvoir qui est illégitime. C'est-à-dire que donc, le peuple n'est pas avec ce pouvoir. Mais en même temps, ils ont dit qu'ils marchent pour négocier avec ce pouvoir. Il faut obtenir le dialogue. Mais vous allez dialoguer avec les gens pour qui vous résistez. C'est quand même, il faut dire qu'à ce moment, il y a manque de clarté d'esprit. Deuxièmement, ils marchent pour que la loi qui non seulement a été adoptée au niveau des chambres, promulguée par le président de la République, mais ça a été publié, c'est-à-dire que ça revêtit les caractères contraignants. Donc, ce n'est pas avec la marche qu'on peut supprimer une telle loi. Donc, en quelque sorte, on peut considérer que c'est peut-être une sorte de rébellion. Mais qu'à cela ne tienne, parce que le salut du peuple, c'est même la loi suprême, si Fayoulou, parce que je me rends compte que Fayoulou, il faut reconnaître que donc, son incapacité est relative à sa faiblesse politique. Il n'a pas cette identité psychologique personnelle charismatique parce que depuis 2019, il n'a rien influencé sur la scène politique. C'est-à-dire qu'ici, on attendait Fayoulou parce qu'il avait parlé à un certain moment de la formule des sorties de crise que moi j'ai considéré comme les offres réelles fantaisistes et fraudatoires parce que c'était aux antipodes des règles pertinentes de la loi. Il faudra que ces propositions soient traitées au niveau de l'Assemblée, mais il a voulu imposer cela. Donc ça ne passe pas. Et vous devez savoir que la relation de l'État... Vous voulez dire qu'on n'impose pas à l'État, l'autorité. Donc la relation de l'État, c'est les rapports, c'est les rapports de force. Et il appartient au pouvoir de pouvoir exercer cette force. Et il faudra qu'en contrepartie, que vous puissiez contrarier le pouvoir, le mettre à genoux pour qu'il puisse négocier avec vous. Donc alors, réfléchir autrement n'est pas obtempérer et n'est pas obtenir ce que vous avez promis aux gens, ça relève que de l'immaturité politique et pourquoi pas aussi de l'irresponsabilité. Il a projeté comme une autre marche pacifique pour moi, je vais le 29. Pour le 29, on verra si ça va marcher ou pas. Alors, revenons à l'état de droit. Parlons maintenant des arrestations. Les arrestations, vous voyez comment on arrête les gens, tout ça. Il y a l'ancien DG de la RVA qui coupe toujours en prison, vous le savez. Et puis, il y a encore il y a Jacqueline Dalla qui est aussi en prison pour désobéissance civile. En même temps, il y avait aussi une vidéo qui circulait d'Augustin Kabouya, l'affaire prendre des armes là. Il a été interpellé quand même par la justice, mais bon, et puis après, il est rentré chez lui comme si de rien n'était. Il y a même des combattants aussi, des vidéos des combattants qui ont circulé sur les réseaux sociaux, qui proféraient des menaces et puis accusaient aussi Kabouya d'être l'auteur de tout ça, mais jusque-là, rien du tout. Et nous parlerons aussi l'IGF, ce que fait l'IGF, traquer des détourneurs qui doivent répondre à la justice. Nous avons vu Eteni Longondo être arrêté. Il a fait juste un bref séjour en prison et puis relâché. On se pose des questions. Est-ce ça vraiment l'état de droit? Certains pensent que l'état de droit, c'est juste pour un camp.
Bon, je pense que il y a toute une panoplie de questions. Ouais, j'ai essayé un peu de... Vous avez 5 minutes pour nous expliquer un peu. La première des choses, je pense que... Est-ce qu'il y a vraiment état de droit ici à Kinshasa, en RDC? J'ai toujours dit que la plupart des Congolais sont des prévenus libres. Parce que s'il faut vraiment mettre l'accent sur l'état de droit dont vous parlez, la plupart des journalistes, d'abord, ils doivent remplir la prison. Parce qu'ils exercent d'abord la justice populaire. Ils condamnent quelqu'un avant que la justice puisse se prononcer. Non, on ne condamne pas, on parle... non, on ne condamne pas. Oui. On parle toujours conditionnel, on parle de présumé détournement. Ouais, la comparaison n'est pas raison. Mais commençons par les DG de l'entreprise dont vous avez cité. RVA, oui. RVIA. Oui. Et vous savez, ça s'inscrit dans le cadre... Jusque-là, il n'y a toujours pas de suite. Il est là. Oui. D'abord, ça s'inscrit dans le cadre de l'assainissement pour la maîtrise des cadres macroéconomiques qui s'inscrit dans les registres d'une relance pour la croissance et la diversification de l'économie et la création d'emplois. Et ce sont des préalables majeurs. Si on n'a pas assaini les finances publiques, il n'y aura pas la croissance, il n'y aura pas la création d'emplois. Il faut saluer le travail que fait l'IGF aujourd'hui, qui est les gendarmes de la République. Vous savez, l'IGF a été créé en 1987. Oui. Mais depuis très longtemps, il aurait fallu que M. Félix Tshisekedi arrive pour qu'on parle aujourd'hui de l'IGF. Et qu'on constate... Dans tous ces temps-là, l'IGF ne faisait pas son travail. Il n'y a pas seulement l'IGF, il y a aussi l'IGS, donc, qui est Inspection Générale de la Santé. Les jours où ils vont aussi donc, être activés dans ce qui doivent être faits, je pense que les gens parleront aussi beaucoup. Et vous savez, dans la mauvaise foi du pouvoir, alors, vous savez, dans ce pays... De l'ancien régime. Dans ce pays, il y a des institutions dissuasives à tous les niveaux d'atterrissage. Mais le problème, c'est que, vous vous souvenez, il y a des Mouzitou, des premiers ministres Matata qui avaient signé certaines arrêtés pour interdire effectivement le travail que fait l'IGF aujourd'hui. L'IGF, il est devenu un prisonnier politique, hein, Matata Poli. Il n'a pas encore été condamné, il bénéficie encore des présomptions d'innocence. Voilà pourquoi je dis que les Congolais aiment beaucoup la justice populaire. Donc, mais nous qui sommes les sangles de l'étalon social pour l'accomplissement de cette justice, par des procédures équitables qui font triompher le droit, nous constatons que jusque-là, même le monsieur dont vous avez parlé, il bénéficie de présomption d'innocence. Mais il y a de fortes soupçons de culpabilité qui pèsent donc sur lui. C'est tout à fait normal qu'on puisse l'interpeller. Alors, vous avez parlé de cas de Augustin Kabouya. Oui, oui. Vous savez, lorsque le dossier est encore au niveau de l'enquête, l'enquête a toujours été inquisitoire. On ne connaît pas effectivement de quoi il s'agit. Mais je pense que nous devons aussi nous désintoxiquer pour savoir, pour se rendre compte que ce n'est pas seulement parce que on a parlé de quelque chose ou on a soupçonné quelqu'un de certaines culpabilités qui pèsent sur lui, est-ce que réellement il doit être condamné pour ça. Donc il a le droit d'être assisté, d'être défendu. C'est l'incitation à la violence, non, vous êtes juriste. Je ne voudrais pas prendre les faits et causes de M. Kabouya, mais il semble que M. Kabouya, à cette époque-là, il répondait à M. Chadari, qui voulait que si on touche les cheveux de l'ancien... Bon, ils étaient déjà au pouvoir à l'époque, ils étaient en FCC Cash. FCC Cash, il y avait M. Ramazan Chadari qui avait dit si on touche aux cheveux de Yuma, nous allons faire tout pour que le pays soit déstabilisé. C'est comme ça que lui a dit que le pouvoir pour lequel nous avons lutté au prix du sang, donc si les gens vont chercher à ce temps-là pour déstabiliser le pays, nous n'allons pas nous laisser faire. S'il faut que les combattants puissent prendre les armes. Je pense qu'il y a un défaut de perception par rapport aux gens qui ont voulu faire les marchés avec ce propos. Donc nous sommes
sur le terrain politique, on peut interpréter mal la parole juste pour causer du tort à quelqu'un au mépris de l'opinion publique. Et avec Jacques Ndala, on n'a pas interprété mal la parole. Jacques Ndala, moi je n'aime pas de comparaison. Je vous ai dit tout à l'heure que la liberté accordée à des gens qui ont été écartés pour longtemps de la vie normale nécessite l'apprentissage. Et qu'il y a vraiment cette nécessité sans laquelle la personne lui-même sera en danger pour la société et pour elle-même. Eh bien, rapidement, Etienne Longondo a été relâché. Regardez, oui. Vous avez suivi les propos de Jacques Ndala. Oui, oui. Il a parlé pour même dire que maintenant là, on vient pour m'arrêter. Et je ne vais pas me laisser faire. Si vous attendez, ils sont là. Vous voyez, on ne peut pas défier. Mais c'était peut-être la peur, non? Hein? Non, c'est pas la peur. C'était peut-être la peur, cri d'alarme, SOS, on ne sait pas. Je vous ai dit. Hein? Il était peut-être sous l'émotion aussi. Moi, je vous dis que la démocratie, donc, la manière où... ne voudrait pas dire qu'il faut obéir. Est-ce que la procédure a été respectée à l'autorité de... Parce que le chef de l'État a promis quand même de changer l'image de nos services. Hein? Alors, la procédure a été respectée. Il y a toujours cet excès des ailes. Hein? Ouais, la procédure a été respectée parce que Jacques Ndala, il a fait une déclaration. Je ne voudrais pas ici faire la promotion. Non, rapidement quand même, oui. Donc, on veut juste savoir si réellement il y a l'état des droits et existe. Maintenant, vous posez la question de monsieur, l'ancien ministre de la Santé, Etienne Longondo, qui a été relâché. Nous devons éviter de penser que dès qu'il y a les soupçons... Mais pourquoi cette décision? Expliquez-nous un peu. Dès qu'il y a les soupçons de culpabilité qui pèsent sur quelqu'un, parce qu'il faut se rendre compte que les certificats des crimes, c'est le jugement. Tant que quelqu'un n'est pas encore jugé, il bénéficie des présomptions d'innocence. Alors, selon la procédure, donc le code de procédure, l'article 27 dit ceci que si la fuite est à craindre à ce moment-là, donc quelqu'un peut être arrêté et il peut rester à ce moment-là en prison. Maintenant, l'article 28 parle de l'ultime conviction du magistrat, parce que c'est le magistrat du parquet qui va décider. Il va se dire, non, avec ce monsieur, il y a moyen de craindre. Pourquoi? Parce que sa liberté, si on donne la liberté provisoire, il peut faire en sorte que qu'on puisse occulter les traces pour l'enquête. Donc il y a des personnes comme ça qui ont tellement de l'influence et Etienne Longondo ne fait pas partie de ces personnes. Je dis, c'est d'abord deux éléments. Nous sommes dans un état de droit. Oui, un état de droit. Et c'est les règles de droit qui dit que pour que quelqu'un bénéficie d'une liberté provisoire, donc cela dépend de deux éléments. Un, il ne faudra pas que la fuite soit à craindre. Deuxièmement, il y a l'ultime conviction des juges. Donc, le juge n'a que la loi et son ultime conviction. Donc, à ce niveau-là, donc, il faut se dire que la liberté provisoire ne voudrait pas dire la liberté, parce que la liberté provisoire. Messieurs, attendez, messieurs... Nous avons encore un sujet. Monsieur docteur Longondo ne peut pas aujourd'hui arriver à l'aéroport. Vous savez, il ne peut pas voyager. Il ne peut pas voyager. C'est-à-dire qu'il n'est pas libre. Donc son affaire n'est pas encore classée. Oui, il faut savoir aussi que la liberté, c'est un principe. Et que l'arrestation, c'est une exception. Donc on ne doit pas s'habituer avec l'exception. Donc tout est réglé par le droit. 100 jours, Vital Kamerhe est en prison avec Jamal. Est-ce que l'argent détourné, l'État congolais a pu quand même, je ne sais pas, récupérer l'argent détourné? Vous posez une très belle question, Madame Nicole. J'entends les gens raconter leur vie sur le plateau. J'ai même reçu, un monsieur ici de l'opposition qui a dit que non, c'est le tombeau vide là-bas en prison. Kamerhe ne serait pas en prison, ni Jamal, vous savez, le mal des Congolais... On doit les vérifier quand même. Hein? Ouais, le mal des Congolais, c'est que nous nous analysons même dans les domaines dans lesquels nous sommes ignares. Également. Hein? Nous analysons même dans les domaines dans lesquels nous sommes ignares, où on ne comprend rien.
Moi, par exemple, je ne peux pas prendre les kilos. Éclairez-nous alors rapidement. Je ne peux pas prendre les kilos aujourd'hui d'analyser sur une question qui est liée à la santé parce que je ne me connais pas. Donc, mais vous savez, comme je le disais tout à l'heure, au Congo, tout le monde est docteur dans tout. C'est ce qui fait mal. Donc, vous posez la question de savoir l'argent détourné. Détourné, effectivement, il faut... Vous savez que la corruption, les détournements des deniers publics... Je ne vous coupe pas la parole, là, vous avez parlé de la corruption. Il y a même le coordonnateur là, de la lutte contre la corruption aussi, qui était mêlé dans une affaire. Il n'est pas au-dessus. Il a été interpellé, mais après, sans suite. Hein. Bon, vous savez, le problème, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, c'est compliqué quand même cet état de droit. Non, est-ce que vous avez le temps de pouvoir fouiner tous ces dossiers? Parce que les magistrats, le magistrat des sièges... Mais c'est votre travail, c'est à vous de le faire. C'est ce que je vous dis. Ils ont les devoirs des réserves. Donc, toutes les affaires ne sont pas les mêmes. Il y a des affaires qui prennent vraiment du temps, même en Europe, vous les constatez. Ça peut prendre 10 ans, donc, 20 ans. L'état de droit, je voulais aussi mentionner que c'est un idéal. Et vous savez, un idéal, on n'atteint jamais. Même dans les pays de vieille démocratie, les gens se posent des questions. Vous n'allez pas... Valbuena dit qu'il n'y a pas la justice en France. Mais nous prenons la France comme modèle. Parce qu'il s'est vu privé de son droit de jouer au football pour une affaire qu'il a qualifiée banale. Mais c'est une règle de loi. Donc Benzema a fait 3 ans. Il ne pouvait pas jouer. Il a dit que non, cette justice n'a pas confiance. Donc, lorsque quelqu'un a des problèmes au niveau de la justice, c'est que la justice n'est pas de son côté. Il doit tirer à boulet rouge. On parle de la politisation, la justice est instrumentalisée de l'autre côté. L'homme a du mal de vivre avec les règles de droit ou les règles de loi, donc ou les lois en général. Surtout nos politiques. Oui, vous m'avez embrouillé, je parlais des choses importantes. Allez-y, oui. Si l'État congolais a réussi, vous ne pouvez pas commencer à retirer l'argent si toutes les voies de recours ne sont pas épuisées. Vous devez savoir, lorsque on est au niveau des premiers degrés et qu'il y a la possibilité d'interjeter l'appel, c'est-à-dire quand on arrive à l'appel, c'est une autre affaire. Il y a des éléments nouveaux. Et ce n'est pas tout. Il y a le pouvoir en cassation. Donc, ce n'est qu'après avoir puisé toutes les voies de recours qu'à ce moment-là, qu'il y aura effectivement les réquisitions des forces pour pouvoir chercher à ce que l'État puisse récupérer l'argent. Donc, tant que M. Caméré, jusqu'aujourd'hui, n'a pas encore puisé toutes les voies de recours. Donc, les jours où il posera toutes les... Affaire Sextape, rapidement, affaire Sextape, quelle punition réservée à ces élèves? La justice, je ne sais pas. Je crois que vous avez quand même vu la vidéo qui a circulé, qui était devenue un peu virale, des élèves. Bon, malheureusement... Auteur des sextapes, je ne sais pas. C'est vrai qu'ils ont été renvoyés définitivement de leur établissement scolaire. Je ne sais pas si la justice... réserve une punition pour ces élèves. Je suis contre d'abord parce que s'ils sont des élèves... Parmi ces élèves, il y a quand même des politiciens aussi qui ont fait des sextapes. Ils ont moins de 18 qui n'ont pas été... Ils ont moins de 18 ans, je pense. Que mais les adultes aussi doivent servir d'exemple. S'il fallait les traduire en justice, je pense qu'il y a un tribunal spécialisé qui est le tribunal d'enfants. Et aussi, lorsque les enfants, pareil, sont jugés, ce n'est pas qu'ils doivent coupir des sanctions comme on le fait, mais c'est pour qu'ils soient rééduqués. Rééduqués, oui. Donc alors, jusqu'à l'âge de 22 ans, pour les intégrer de nouveau dans la société. Je ne suis pas pour cette décision. Donc, nous voulons une valorisation des capitales humaines et ces enfants sont encore à l'âge d'être redressés. Je ne vois pas pourquoi il faut les sanctionner de cette manière-là. Donc, j'aurais appris même qu'on ne voudrait pas qu'ils puissent prendre l'inscription sur l'une des écoles qui se trouvent sur le territoire. Non, ça a été... Non, les ministres, alors, quand même, même l'église, même les écoles catholiques. Donc, au départ, ces écoles-là, ce sont des écoles de l'État. Ils ne sont pas exclus du système éducatif, non? Non, alors, je dis ceci, même les écoles catholiques, il y a des pédophilies, il y a la corruption, les détournements. Il y a même, nous pouvons dire qu'il y a des dîmes, des offrandes qui sont ici de fruits des entrailles
de l'argent détourné, il y a des jeeps des médiocres qu'on donne, qu'on réclame, on n'a jamais vu des sanctions. Donc c'est une abomination devant l'Éternel. Je pense que ces enfants-là ne méritent pas ces sanctions. Ne méritent pas. Alors, dernière question, un dossier. Nous allons parler de l'affaire des maisons aussi. Hein. Ça fait partie de l'état de droit des maisons de Gabriel Mokia. Nous avons appris qu'il venait encore de gagner devant la justice. C'était le samedi dernier dans l'affaire de ces maisons. Pouvez-vous nous expliquer un peu cette décision rapidement, hein? On peut dire que M. Parce que c'est l'état de droit. M. Gabriel Mokia... Oui, parce qu'il parle toujours de ces maisons, il réclame aujourd'hui. C'est depuis 2096, si je dois parler en français facile. Non, il y a une maison, une maison avec Ngoïka Sanji. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une parcelle. C'est 3 parcelles. Il y a UAC, il y a Banque Centrale, et puis il y a Ngoïka Sanji. Donc il faut dire que M. Gabriel Mokia, c'est quelqu'un qui beaucoup connaissent qu'il était dans ses affaires des cafés, et qu'il travaillait avec une ligne de crédit, et que cette ligne de crédit a permis qu'il puisse travailler avec la banque il y a un peu longtemps, et qu'à un certain moment, le gouvernement, voulant encourager ceux qui avaient pris les risques de loger le masse d'argent dans leur compte, et qu'il faudra multiplier leur argent, et que c'était au moment du gouvernement de Birindois, et que M. Gabriel Mokia était le bénéficiaire. Et qu'à ce moment-là, il y a la banque ICB. Il est passé plusieurs fois à expliquer. Il y a ICB. Le fait rétroactif nous permet d'avoir les correspondances par lesquelles on peut définir donc les litiges qui opposaient la Banque centrale, la banque, l'État congolais, avec M. Gabriel Mokia. Et qu'effectivement, aujourd'hui, IAC donc, doit payer les dommages intérêts et les frais de loyer. Mais il faut dire que... Et la Banque centrale aussi, puisque la Banque centrale est restée... Oui, la Banque centrale, c'est une institution où les services publics de l'État, de l'utilité publique aussi, il faut le dire ainsi, on ne peut pas décrire la Banque centrale par une réquisition de force. Donc, je pense qu'à un moment, on va inviter M. Gabriel Mokia pour qu'il puisse négocier tout autour d'une table. Soit donc la banque va prendre ça en location, ou encore donc la banque va négocier si le président Mokia va vouloir qu'il puisse leur vendre, parce que vous voyez, ça sera de l'opprobre pour qu'il y ait les réquisitions de force pour la Banque centrale. Vous voyez ce que ça fait, c'est une institution d'utilité publique, donc ça ne se fait pas, et c'est pourquoi... Mais quand est-ce que la banque va déguerpir? Non, je viens de dire, IAC, oui, il y a le processus, nous sommes en train de travailler là-dessus, parce que il est notre client de notre association. Mais qu'est-ce qui bloque? Non, mais on vient, il n'y a pas, il y a pas longtemps, nous allons procéder pour obtenir la réquisition des forces. Donc, s'ils ne vont pas s'acquitter, donc à ce moment-là, il faut dire qu'ils sont déjà condamnés et ils seront décrépits des forces. Et avec Ngoïka Sanji, qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut dire que... rapidement, nous sommes à la fin. Parce que Ngoïka Sanji ne lâche pas prise. On a 30 minutes. Non, il faut dire que M. Ngoïka Sanji a mal lâché. La maison mais maintenant, vous me dites qu'il n'y a pas de temps, et pourtant, il faudra lire de la loi. Mais bon, il faut dire que je vis M. Ngoïka Sanji en train de se dénider d'une disposition importante qui est déterminant pour le débat, afin d'obtenir donc un objectif fraudatoire fantaisiste. Donc maintenant, d'ailleurs, il faut savoir qu'il s'agit là d'une procédure spéciale. Le code est de 22 articles tout simplement. Et l'article 20 donc demande à ce que tout ce qui est comme différent soit traité ou exécuté au niveau des cours et tribunaux. Mais je me pose la question, lorsqu'il passe devant vos petits écrans, donc c'est pour convaincre l'opinion nationale ou internationale. Et ça, nous pouvons dire qu'à M. Ngoïka Sanji, parce qu'il est député, de ne pas donc discréditer la justice de notre pays. Il faut dire que cette affaire n'oppose jamais
Messie Ngoï Kassanji avec le président Gabriel Mokia. Messie Gabriel Mokia avait une affaire qui l'opposait avec la banque et l'État congolais. Et l'État congolais et la banque ont été condamnés. Oui. Lui a acheté la parcelle auprès de M. Geller et qu'il doit maintenant réformer une action en garantie pour pouvoir obtenir son argent qu'il avait payé parce qu'il a mal acheté. Okay. Il a acheté au moment suspect, une tempo suspect, c'est-à-dire que le moment où cette affaire était devant les cours et tribunaux. Donc, même vous, madame, vous savez, un acheteur, c'est un oiseau péré. Donc, il ne peut pas risquer. Donc, il faut faire très attention. Lorsque l'affaire est encore devant les instances, vous ne pouvez pas conclure donc un marché ou une affaire. Affaire. Bien, alors, dernier mot, s'il vous plaît, la régie. Est-ce qu'avec tout ce qu'on vient de se dire, on peut maintenant dire qu'il y a vraiment l'état de droit en RDC? Il y a l'état de droit parce que la gratuité de l'enseignement fait partie d'état de droit. Il y a le droit à l'éducation, il y a le droit à la santé. Donc l'état de droit est en marche parce que c'est pour la toute première fois et qu'on voit les ministres, le PDG et les bourreaux donc défiler devant le barreau. Et puis la décision du gouverneur aussi, tout ça. Ça fait la beauté de la démocratie et ça se voit que nul n'est au-dessus de la loi. Nous étions, moi et mon cordon Fumutoto, devant un juge qui nous disait il a 24 ans d'expérience, il n'a jamais vu dans un président qui leur a dit, parce qu'il avait... Rapidement, on a fini. Qui leur a dit, si vous trouvez que je peux venir donc dans votre procès pour témoigner ou dire quelque chose, vous avez qu'à me faire une invitation. Donc c'est une première au Congo. Donc bien. Il faut saluer. On attend toujours le rapport de l'IGF hein, sur la présidence. Oui, mais les gens sont on attend le rapport de l'IGF à la présidence. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui peut demander à ce que, c'est lui, c'est sur le demande des présidents de la République de dire quoi, qu'il faut venir aussi enquêter au niveau de la présidence. Eh ben, on attend le rapport. Bien, merci beaucoup, Maître Gédéon Okolé, là en tout cas. Merci d'être venu, bien qu'on n'a pas tout dit. Hein. C'est la télé c'est les temps, 30 minutes. C'est pas vraiment suffisant pour tout dire, hein, mais on a quand même parlé, on a dit l'essentiel. C'est ce qui est très important. Eh bien, voilà. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Maître Gédéon Okolé, là. Il est secrétaire général des acquis de l'autorité pour le peuple et membre de l'Union sacrée. Vous avez quelque chose à dire? Ah non. Oui, j'ai dit au Congolais de faire foi à cet état de droit. À cet état de droit. Merci beaucoup. Au revoir et revenez quand vous voulez. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à très bientôt.